Bonsoir Rudy, madame, monsieur, bonsoir. La campagne des régionales, vous le savez, a bel et bien démarré. Chacun y va de ses arguments, les hommes comme les partis, et cela bien en amont de la campagne officielle. Ils seront donc nombreux à fouler le parquet de notre studio dans ce lundi politique. Le premier d'entre eux est ce soir Alain Plaisir, le président du CIPA, le comité d'initiative pour un projet politique alternatif. Bonsoir Alain Plaisir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne suis pas seul ce soir, accompagné pour cette interview avec Pierre-Édouard Picor du Courrier de Guadeloupe. Bonsoir Pierre-Édouard. Bonsoir Owen. Merci à vous d'être là comme chaque lundi. La préférence guadeloupéenne. On a envie de commencer par là, Alain Plaisir. Le titre, c'est vrai, est accrocheur. Il n'est pas simplement celui d'un livre, il est accrocheur, mais au-delà de l'accroche, Alain Plaisir, qu'entendez-vous au CIPA par cette expression? Votre livre, en tout cas, évoque, lui, la production locale. Oui, tout à fait, parce que nous on part d'un constat que la balance commerciale de la Guadeloupe est déficitaire, tout simplement parce que il y a beaucoup d'importations et très peu d'exportations. Donc, nous savons les causes. Les causes, c'est que sur le marché international, notre production n'est pas très compétitive. Vous connaissez le problème de la banane, confronté à la banane dollar. Vous connaissez les problèmes de la canne, enfin du sucre en général, avec la fin des quotas garantis en 2017. Et donc, nous pensons que pour développer la Guadeloupe, il faut développer la Guadeloupe à partir de ce marché intérieur, qui n'est pas négligeable, puisque nous importons environ 700 millions de produits agricoles et agroalimentaires. Et donc, nous considérons que c'est à partir de là qu'on va développer la Guadeloupe et que c'est relativement utopique de penser que nous allons nous battre à armes égales sur le marché international. Par contre, sous notre marché, nous pouvons fixer des règles. Et donc, c'est ce que j'appelle la préférence guadeloupéenne pour mettre en place la conquête du marché intérieur. Réguler un marché, ça veut dire, selon vous, axer des politiques publiques pour le développement de cette production locale dite compétitive, mais avec quels moyens, quels arguments législatifs notamment il va en falloir? Oui, tout à fait. Alors, ce serait un peu long d'expliquer, puisque je propose qu'on mette en place des mécanismes douaniers fiscaux. Pourquoi des mécanismes douaniers? Parce qu'il y a une nécessité de protéger la production. Puisque j'expliquais qu'on ne peut pas lutter à armes égales. Je prends un exemple. Vous n'allez jamais produire aussi bon marché que Costa Rica, l'igname. Vous n'allez pas faire du poisson au même prix que la Chine et le Pérou. Donc, si vous voulez pas que votre marché soit envahi et que vos producteurs soient éliminés définitivement, il faut mettre en place une protection. Mais la protection ne suffit pas. Il faut en même temps aider les producteurs. Donc, ces mécanismes que j'explique, c'est-à-dire c'est une taxe à l'importation qu'on appelle prélèvement, et c'est pas une taxe qui permet d'alimenter le budget des collectivités, mais c'est une taxe qui permet de donner un complément de recettes aux producteurs. Alors protéger les producteurs, on l'a bien compris, mais comment, par quels moyens inciter le consommateur à finalement préférer la production locale? Parce qu'il a aujourd'hui le choix. Oui, alors il faudra m'inviter pour qu'on fasse une émission sur la préférence guadeloupéenne. En quelques mots, si vous tenez un discours affectif, vous dites comme certains, nous Guadeloupéens, faut nous manger bitin à nous, faut manger local. On entend ça depuis 30 ans et on peut constater que c'est un échec puisque le consommateur confronté à un prix d'un produit importé qui est nettement moins cher, il fait le choix, comme tout consommateur, d'acheter le produit moins cher. Donc, si vous laissez faire le jeu du marché, c'est-à-dire la loi de l'offre et la demande, vous allez disparaître. Et c'est véritablement un cri d'alarme, ce livre, parce que ça fait plus de 10 ans que j'écris de ce sens-là, mais avec l'expérience, avec mes connaissances à la fois professionnelles, mes connaissances économiques, j'arrive à comprendre ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est mettre en place un mécanisme qui permette à la fois de protéger la production, de fixer, d'organiser le marché, de fixer un prix de référence. Alors j'ai pris, par exemple, dans le livre, j'ai pris l'exemple du poisson. Le poisson, vous l'achetez dans le supermarché à 4,50 €. Oui, moins cher que sur sur le marché local, enfin chez le pêcheur, vous l'achetez à 10 €, quelques fois plus. Donc vous vous rendez bien compte que si vous restez dans cette situation, avec le pouvoir d'achat qui diminue, les gens progressivement vont acheter le poisson à 4 €, poisson importé qui vient de Chine ou du Pérou ou d'ailleurs. Donc moi je propose qu'on prenne en compte à la fois les intérêts du consommateur et à la fois les intérêts du pays, l'intérêt général. Et donc je préconise, par exemple dans le livre, qu'on mette un prix de référence qui serait pas 4 €, qui serait 8 €.
Et ces 8 euros, comment on va arriver à ces 8 euros? C'est une taxe à l'importation qu'on calcule au quintal, qui permettent de donner un complément de recette de 2 euros au producteur guadeloupéen qui va vendre à 8 euros, mais qui aura comme recette 10 euros. C'est-à-dire on va lui donner, on va mettre en place un fonds de garantie qui va garantir aux pêcheurs guadeloupéens qu'il aura 10 euros de revenus. Alors, et donc dans ce cas-là, il a 10 euros de revenus, le prix français est 8 euros, et la taxe que vous mettez en place augmente le prix du produit importé pour qu'il arrive au prix de référence de 8 euros. Une sorte de barrière douanière oui, pour si vous voulez, limiter finalement l'import, la balance commerciale, pour établir une balance commerciale. Alors, si vous voulez, mais si vous regardez l'actualité, vous êtes bien placé en tant que journaliste, vous voyez ce qui se passe en France avec le lait, avec la viande porcine. Pourtant, la France prône une politique libérale, une politique de libre-échange, et pourtant, les producteurs français qui sont quand même plus performants que les nôtres, parce qu'ils ont des moyens techniques plus développés, sont confrontés à la concurrence. Je dirais même pas à la concurrence internationale, à la concurrence des pays de l'Union, de l'Allemagne, du Danemark. Mais ce système a aujourd'hui vécu, selon vous? Comment? Ce système a aujourd'hui vécu. Ben, ce système, il faut l'analyser, parce que sinon, vous allez avoir la montée des nationalismes. Chaque pays voudra se refermer dans une frontière. D'ailleurs, il y a un parti en France qui est en train de monter, parce que ce parti-là prend en compte des préoccupations qui sont réelles. Donc la préférence guadeloupéenne, c'est pas une notion nationaliste en tout cas. Non, pas du tout. Au sens du CIPA. C'est mettre en place des mécanismes qui permettent de développer la Guadeloupe à partir de ce nombre d'unités de production qu'on a décidé de développer. Parce que vous ne pouvez pas fonctionner dans un pays, vous ne pouvez pas développer dans un pays quand ce pays ne vit que de transferts publics et sociaux. Parce que qu'est-ce qui se passe si vous regardez les statistiques? Moi, j'aime bien analyser les statistiques. Quand on dit la Guadeloupe importe 2 milliards 700 millions de marchandises. Alors, ça a l'air banal, bon, ça fait un peu technique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a 2 milliards 700 millions qui quittent la Guadeloupe et qui vont ailleurs, qui vont créer de l'emploi ailleurs et qui vont créer de la richesse. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est qu'il y ait un basculement. Évidemment, on ne va pas empêcher les importations, mais nous allons choisir des unités à développer. Et les unités, principalement, mais pas seulement, mais principalement dans le domaine agricole. Alors pourquoi développer plus le marché intérieur plutôt que développer l'exportation du produit guadeloupéen? Mais vous ne pouvez pas. Vous prenez un exemple. On a deux cultures d'exportation traditionnelles. La banane et le sucre. Bon, qu'est-ce qu'on constate? Même s'il y a une propagande qui nous fait dire le contraire, c'est que la production de sucre, qui était dans les années 60 à 167 000 tonnes de sucre, est maintenant à peine à 50 000 tonnes. À peine. On a plutôt plus d'hectolitres de rhum qui sont exportés. Mais même le rhum est exporté, mais ça ne représente que 700 millions. Donc c'est quand même assez marginal. Bon, la banane est confrontée à la concurrence internationale dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. D'ailleurs, de nombreux producteurs guadeloupéens investissent actuellement en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Bon, donc ça veut dire que eux, ils sont peut-être plus malins que certains qui nous dirigent. Gouverner, c'est prévoir. Ils savent que la banane, de toute manière, ici, est condamnée à terme, bien qu'on essaie de trouver des artifices pour toucher des subventions. Mais le processus historique, c'est que cette banane-là est condamnée par le libre-échange. Le libre-échange, c'est-à-dire l'ouverture des marchés. Qu'est-ce qui va obliger un Allemand ou même un Français, qu'est-ce qui va l'obliger à acheter une banane de la Guadeloupe? Aucune loi ne l'oblige à acheter une banane. L'Allemand, le Français, l'Italien, il va aller au marché, il regarde la ménagère, il regarde une pâte de banane, il regarde le prix, ce prix-là est moins cher, il met dans son caddie. Et donc, et les aides, ce qu'on appelait les aides, ce qui aidait la banane, c'était dans le cadre de la politique agricole commune, la PAC. Et ces aides-là, c'est un peu ce que je veux mettre en place en Guadeloupe. Parce qu'eux, ils ont appelé ça la préférence communautaire. Et la préférence communautaire a été démantelée. Parce qu'on est passé d'un système où on protégeait la production européenne à un système ultralibéral. Et donc, nous, pour la Guadeloupe,
on ne veut pas rentrer dans un système ultra-libéral, on veut mettre en place des protections pour des productions qu'on aura bien spécifiées. Pierre-Édouard Picard. Un plaisir. Alors, vous venez de prononcer un mot là, un concept de l'ultralibéralité, libéralisme plus exactement. C'est quand même une donnée pratiquement incontournable. Vous savez ce qui est en train de se mettre en place au niveau international, un traité transatlantique, etc. Pareil, moi je ne suis pas convaincu comme vous qu'il faille un libéralisme à tout craint, mais je veux dire qu'il y a quand même la réalité. Et moi ce que je constate, c'est que les pays qui font du protectionnisme ont les moyens de faire du protectionnisme, parce qu'il n'y a pas plus protectionniste que les États-Unis. Et vous venez de parler d'une forme de protectionnisme française, notamment européenne, en tout cas. Européenne. En française. Mais européenne aussi, puisque la PAC, c'est européenne, c'est qui va être démantelée par le fameux traité dont je viens de parler. Donc, tout cela est très séduisant. Sur le papier, et même si vous... Sur le papier seulement. Même intellectuellement d'ailleurs, c'est toujours plus, valorisant de pouvoir se nourrir un tant soit peu soi-même, même à 20%, 30%, 40%. Mais tout cela paraît bien difficile. Vous avez dit qu'on devrait pouvoir satisfaire notre propre marché. Possible. J'ai pas dit ça. J'ai dit pour certaines productions, c'est précisé agricole, certaines productions. On ne va pas couvrir toute la production, mais je suis persuadé qu'on peut couvrir notre consommation de viande. On l'a fait il n'y a pas très longtemps. On importe 95% de notre consommation de poulet. Mais ça existe déjà dans certains secteurs. Oui, mais je vous dis qu'actuellement, nous consommons 95% de ce que nous consommons en poulet, ça vient d'ailleurs. 100% du lait que nous consommons, ça vient d'ailleurs. Nous ne produisons que 21% de notre production de viande. Vous ne croyez pas qu'il y a un secteur à développer là ? Non, mais sans doute. Mais vous êtes fataliste, vous avez l'air de dire, puisque on est dans une espèce de processus, on se croise les bras et on laisse faire. Non. Moi, je suis dans l'alternative. Non, je pense que ce n'est pas si simple. Et c'est ça ma question. Allez-y. Ce n'est pas si simple. Il y a un principe de la réalité qui fait qu'il y a des mécanismes qui sont en place. Vous savez fort bien qu'ici... Qui les a mis en place, ces mécanismes vous savez... Est-ce que c'est les Guadeloupéens qui ont mis en place ces mécanismes? Non, mais j'ai jamais dit ça. Donc, ça veut dire qu'on peut les changer. Non, les Guadeloupéens. Avec quel levier, avec quels moyens, avec... quelle fiscalité, parce qu'il faut parler de cela aussi. Oui. Est-ce que les Guadeloupéens sont prêts à payer des impôts pour pouvoir développer un secteur économique qui ne serait pas brinque-ballant? Bon, je vais vous répondre déjà par simplement une phrase et ensuite on va développer. Je veux dire que si les Guadeloupéens veulent se suicider, c'est-à-dire vous pouvez décider ce soir de vous donner la mort. Bon, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas décidé ça. Non, vous n'avez pas décidé, heureusement. Mais ça veut dire que vous êtes... Même collectivement, je ne pense pas que les Guadeloupéens... Non, mais peut-être qu'on peut être inconscient, on peut se suicider à petit feu. Vous êtes dans une situation, M. Picard, où le chômage augmente constamment. C'est-à-dire, on était, au début des années 2000, on était à 19%. Alors les chiffres officiels, c'est 26-27%. Bon, c'est 60% des jeunes. Ça augmente chaque année. Les hôtels, alors on a dit le tourisme, les hôtels ferment, rien ne va et vous dites, il n'y a pas d'alternative. Parce qu'en gros, vous me dites c'est difficile. Alors si c'est difficile, ça veut dire on laisse faire. Alors, je vous pose des questions pour non seulement, parce que moi que je sois convaincu, c'est pas... Je vais essayer de vous convaincre alors. Non, ce que je sois convaincu ou pas, c'est pas l'essentiel. Il s'agit de convaincre les Guadeloupéens. Aujourd'hui, de plus en plus nous sommes sur un marché quand même étroit. Oui. Il y a des coûts de production bien plus élevés qu'ailleurs. Oui. Il y a un marché
beaucoup plus étroit, c'est-à-dire qu'en volume, il y a déjà un problème, et vous avez une longue tradition d'import, parce qu'on dit import-export, mais c'est plutôt de l'import, et il y a effectivement une population qui est encline à acheter moins cher. Comment on fait? Comment on fait? Alors, ce serait très long à expliquer, parce que je l'ai expliqué dans 2 livres, Conquête du marché intérieur, où j'ai posé les principes, et là, dans Préférence guadeloupéenne, je rentre dans les détails techniques. Comment faire? Il ne s'agit pas, parce que vous avez parlé de protectionnisme. Protectionnisme, ça existait dans certains pays, la Roumanie. C'est Warren qui a parlé de protectionnisme. Vous l'avez répété aussi. Ça ne me dérange pas. Donc, je vous ai dit d'ailleurs que tous les grands pays, y compris les États-Unis, sont protectionnistes. Et il y a des pays comme le Japon qui disent qu'il y a des productions stratégiques, comme le riz, et même si le riz coûte plus cher, nous allons protéger notre riz, parce que si demain il y a une guerre, on ne veut pas mourir de faim. Voilà un pays qui a une conception intelligente de l'économie. Bon, nous en Guadeloupe, on se dit, bon, ben, il y aura jamais de problème. Donc, même s'il n'y a pas de production en Guadeloupe, laissez aller. Donc, moi, je dis non. Je dis que il ne s'agit pas de protéger tout, bien au contraire. Moi, je mets en place un système qui permette aux producteurs industriels et agricoles d'avoir des biens d'équipement, des machines, en franchise de taxes. Je peux considérer qu'au lieu de mettre une taxe qui va alimenter la caisse des communes, je peux dire que pour des biens d'équipement destinés à l'agriculture et à l'industrie, il y a une franchise de taxes. Par contre, il y a un certain nombre de produits que je vais décider, je vais dire, il y a environ 40, 50 produits en Guadeloupe qu'il faut que nous développions. Mais il n'y a pas 40-50 produits, il y a des milliers de produits en Guadeloupe. Des milliers de produits qui rentrent en Guadeloupe. Donc il y aura un choix qui s'opérera sur les véhicules automobiles, les véhicules. Donc je vais choisir. Si moi je décide de développer l'élevage. Juste un point. Ouais. Vous avez parlé de poulet, de viande, je ne sais pas laquelle. Viande en général, de viande. Toutes les viandes. Quels sont les autres produits qu'on favorise? Alors tous les produits de l'élevage et tous les produits destinés à l'alimentation humaine. Par exemple, moi je considère qu'à une époque, on produisait 100% de notre consommation d'igname. Il faut qu'on est capable de faire 100%. Mais les Guadeloupéens ne mangent plus d'igname? Si, ils mangent d'igname. Ils mangent beaucoup plus de riz et de pâtes alimentaires. Mon point fort, sont les chiffres et les statistiques. On consomme 16 000 tonnes d'igname en Guadeloupe. 16 000 tonnes. Et on n'en produit que 6 000 tonnes. Et on consomme combien de tonnes de riz? 6 000 tonnes. Non, mais c'est plus. Mais il y a quand même des gens, il y a une coopérative agricole qui rassemble des producteurs d'igname, et il y a quand même une production d'igname. Mais elle est concurrencée par la production extérieure. Vous avez bien des pêcheurs en Guadeloupe qui sont en train de disparaître. Parce que, au fur et à mesure, de moins en moins, parce qu'ils n'arrivent pas à écouler leur production. Donc, il faut mettre en place un système pour que ces métiers-là ne disparaissent pas et pour que l'argent qui quitte la Guadeloupe pour aller créer de l'emploi ailleurs, aller créer des richesses, reste en Guadeloupe. Alors, tout autour de ce débat, on a bien compris une partie de la vision économique que vous souhaitez pour le territoire de la Guadeloupe. Est-ce que ça doit poser la question de l'autonomie également? Est-ce que ce sont des sujets évoqués au sein du CIPA? Vos positions pourraient-elles rejoindre celles d'autres forces comme le PCG, par exemple, voire l'UPLG? Alors, le CIPA, c'est jamais caché, hein. Le CIPA est pour un statut de PTOM. Alors, pour les gens qui ne savent pas, on va aller chercher très loin. Vous avez tout près de nous Saint-Barthélemy qui est un PTOM. Et si vous regardez le statut de PTOM de Saint-Barthélemy, la première compétence que Saint-Barthélemy a demandé, c'est la compétence douanière fiscale. Et pourtant, il n'y a jamais eu de douanier à Saint-Barthélemy. On pourrait se dire, mais pourquoi il demande une compétence douanière et fiscale? Tout simplement parce que quand vous avez une compétence douanière fiscale, vous n'êtes pas intégré dans ce qu'on appelle le marché intérieur européen. C'est-à-dire que vous avez possibilité d'acheter ailleurs. Et au Saint-Barthélemy, ils achètent l'essence aux États-Unis, les îles Vierges, ils commercent avec les uns les autres. Il y a un autre pays qui est à peu près le même statut, c'est Saint-Pierre-Miquelon. Ils achètent du cabillaud au Canada, ils transforment ça en morue et vendent en Europe. Ils se considèrent comme originaires de Saint-Pierre-Miquelon. Tandis que si en Guadeloupe, on faisait la même opération, ça ne rentre pas en Europe parce qu'on va vous dire, vous ne faites pas de cabillaud, donc vous ne pouvez pas exporter
d'Amuru parce que vous ne respectez pas les règles d'origine. Donc il y a un certain nombre d'avantages. Quels sont les autres avantages? Les autres avantages, c'est pouvoir protéger votre production. Parce que vous voyez ce qui se passe avec l'octroi de mer. Certains veulent utiliser l'octroi de mer comme un outil de protection. Et qu'est-ce qui se passe? L'Europe vous dit, vous n'avez pas le droit de protéger votre production parce que vous créez une discrimination à l'intérieur du marché intérieur européen. Donc, si vous taxez Evian, il faut taxer CAPES. Et si vous exonérez vos industriels, c'est considéré comme une aide. Ce qui se passe maintenant, j'ai vu, il y a un député qui est parti en Europe, mais en réalité, vous fonctionnez sous des règles dérogatoires au droit commun, au droit communautaire, et le droit communautaire dit la libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services. Et que si vous établissez un obstacle à la libre circulation des marchandises, eh bien, ça doit se faire à nos conditions. Et la condition de l'Europe, c'est de dire, progressivement, vous allez taxer les productions locales au même titre que vous taxez les productions extérieures. C'est pour cette raison que vous voyez qu'au début, quand on a décidé en 92, on a décidé de taxer la production locale. C'était en francs à l'époque. Donc, ils ont mis, je crois que c'était 500 millions. Après, ils ont la nouvelle loi en 2004, ça a été de dire 550 millions pour chiffre d'affaires, pour taxer la production locale. Et vous savez, la loi qui vient d'être votée, c'est 300 millions. Vous voyez le processus, moi je l'ai écrit il y a 6 ou 7 ans. Le processus, c'est qu'il y a une nouvelle loi qui va être votée en 2020. Peut-être qu'en 2020, on va dire, il y aura un seul tarif pour taxer la production locale et taxer la production importée, ce sera le même taux. CAPES va payer, si vous mettez 20% sur Evian, 20% d'octroi de mer, il faudra mettre 20% sur CAPES. Vous voyez les dégâts que ça causera. Et le statut de PTOM peut protéger ce genre de choses. Vous n'avez pas de compte à demander à l'Union européenne. Vous établissez un tarif douanier et vous taxez ou vous ne taxez pas. Vision économique, vision institutionnelle, mais le CIPA est engagé, bien évidemment. C'est les deux en même temps. Absolument, absolument. Il convenait d'en parler, mais le CIPA est engagé dans une bataille électorale à venir en décembre prochain. Vous affirmez que vous avez été mandaté par les adhérents du CIPA pour conduire cette liste. Alain Plaisir, ce que vous reprochez finalement à la gestion, à la gouvernance actuelle et celle passée avant vous? Beaucoup de choses, parce qu'il n'y a pas eu une vision économique. Il y a des gens qui n'ont fait que de la politique. C'est-à-dire, ils ont eu un seul souci, se maintenir au pouvoir. Alors, pour se maintenir au pouvoir, on fait du saupoudrage, on fait plaisir à toutes les catégories. On arrose un peu tout le monde. Notamment les communes. Vous avez été très actifs sur la question des C2DT. Oui, on a été très actifs sur beaucoup de questions. On a été actifs sur la question de... ça n'existe pas qu'en Guadeloupe. Non, ça n'existe pas qu'en Guadeloupe. Mais en Guadeloupe, si vous voulez, ce qu'on reproche, puisque je pourrais répondre à votre question, c'est que quand on fait un bilan, après 12 ans de mandature de celui qui est en place, du chef de l'exécutif, il n'est pas seul, il est entouré d'autres conseillers régionaux, je vous fais remarquer qu'il n'y a jamais de débat. Vous ne voyez pas de débat. Par exemple, dans un pays démocratique, le principal acte dans un pays, que ce soit un pays ou une région, c'est le vote du budget. C'est le débat sur l'orientation qu'on doit donner pour le vote du budget. Il n'y a pas de débat. On ne sait même pas s'il y a une opposition. Donc nous, déjà, on veut rétablir la démocratie. On veut, quand on sera à la région, qu'il y ait un véritable débat sur les orientations budgétaires. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Vous avez 500 millions? Sinon, l'alternance, créer une opposition au sein du Conseil. On ne sait pas. On sera peut-être majoritaire, on sera peut-être dans l'opposition. Il n'y a peut-être pas de débat parce qu'il n'y a pas beaucoup d'élus de la minorité, enfin de l'opposition. Mais il y en a quelques-uns. Même si on est seul, même si je suis seul, on m'entendra. Même si je suis seul, on m'entendra. Il n'y en a pas beaucoup. Donc oui, mais ils peuvent parler, sinon ils ne servent à rien. Ils n'ont qu'à démissionner. Si vous êtes un opposant, je ne dis pas qu'il faut être dans une opposition systématique, mais vous êtes là pour débattre des orientations, on est d'accord. Bon, mais il n'y a pas de débat.
Vous-même, qu'est-ce que vous avez... Parce qu'il n'y a pas d'opposition, mais c'est le résultat du vote intérieur. Il y a des hommes et des femmes dans le... Bien sûr. Il y a une opposition. Mais s'ils appartiennent à la même majorité, ils peuvent pas combattre. Non, il y a une majorité. Mais il y en a très peu. Vous connaissez les résultats de 2010. Madame Panchard, c'est une opposante. Ah oui, mais Madame Panchard, je prends un exemple, il y en a d'autres. Elle est bien seule quand même. Oui, mais on n'entend personne. Bon, donc, ce que je vous reproche, c'est que quand je fais un bilan, le tourisme, les hôtels ferment, donc c'est un échec. Dans ce pays-là, il n'y a pas d'eau. Les gens, partout, dans toutes les communes, les gens souffrent parce qu'il n'y a pas d'eau. Et votre solution sur ce sujet, par exemple? On ne dira pas tout. On ne dira pas tout aujourd'hui. Parce que si on dit ça, on va nous copier. On a l'habitude de nous copier, mais nous avons des idées. Oui, on a l'habitude de nous piller. En tout cas, vous viendrez devant les électeurs guadeloupéens. Devant les électeurs, on va développer un programme. Il y aura plusieurs axes. Une priorité quand même. C'est l'eau. Mais vous ne pouvez pas reprocher à l'exécutif régional le problème de l'eau, parce que la région n'est pas sa compétence. D'accord, j'attendais, j'étais sûr que ça allait sortir ça. Et est-ce que c'est sa compétence de financer le palais de justice de Basse-Terre? Est-ce que vous savez que la région, si vous avez bien regardé le budget de 2014... Dans le micro, s'il vous plaît. Si vous avez regardé le budget de 2014, il y a deux choses qui m'ont choqué. C'est que la région a financé une partie des travaux pour 2,5 millions du palais de justice de Basse-Terre. Et vous savez très bien, attendez. À mon avis, c'est pas la même chose. Vous n'avez pas financé puisque la région a donné aussi de l'argent pour... Monsieur Picot, mais oui, il a financé aussi pour... Vous faites pas le débat avec moi. Vous me posez une question. Vous me posez une question. Vous ne faites pas le débat, on n'est pas en débat. Si vous voulez faire de la politique, on va débattre ensemble. Le palais de justice, la justice, c'est une compétence régalienne. Oui, de l'État. Donc l'État qui récupère des recettes, des impôts, doit financer ces administrations, que ce soit la douane, que ce soit la ministère de la Justice, que ce soit la police. C'est pas à la région de le faire. Bon, on a d'autres choses que je pourrais vous dire. La SEM patrimoniale qui a été créée, donc une SEM patrimoniale, il y a surtout dans le capital des finances publiques. Et bien avec ce truc-là, on a acheté les murs de l'ex-Cora de Basse-Terre. Est-ce qu'on vous a rendu compte? Est-ce qu'il y a une répercussion sur le consommateur? Est-ce que les produits sont moins chers? Et pourtant, on a acheté les murs et on a mis ces murs à la disposition de capitalistes. Il y a quelques privés aussi dans ce capital. Oui, mais ils sont minoritaires. C'est 80 et 20%. 80% capitaux publics, donc notre argent. Là, on va bientôt... Quelle est la différence, assez important, entre cette action politique que vous citez vous-même, sur les rachats des murs, sans doute à l'époque vendus pour préserver des emplois, oui, et la taxe dont vous nous parliez tout à l'heure, qui servira justement à financer des productions privées? Oui, mais c'est pas pareil, parce qu'il y a un axe de développement. Le commerce, il faut que... Bon, le commerce, c'est quoi? C'est quand même des produits importés. Moi, je veux développer une production guadeloupéenne pour qu'il y ait un développement économique. Développement économique, ça passe par la création de richesses. Le commerce ne crée pas de richesse. Le commerce permet de faire circuler les marchandises. Bon, mais pour créer une richesse, il faut qu'il y ait une production industrielle ou agricole, ou les deux, évidemment, plus des productions genre le tourisme. Donc, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de vision. Par exemple, d'agriculture, j'ai pas vu les actions dans le sens de, on va aider les producteurs guadeloupéens à développer une production vivrière. C'est vrai qu'on accompagne les producteurs de bananes, mais tout le monde accompagne les producteurs de bananes, y compris à commencer par l'Europe et l'État. Bon, mais quelqu'un qui fait des madères, des ignames, celui qui fait dans son petit coin, il fait du café, celui qui veut à quelques vaches, qui veut développer son exploitation, ce sont ces gens-là qu'il faut aider. Parce que c'est là qu'on va créer de l'emploi, et c'est là qu'on va créer de la richesse, et c'est à ce niveau-là qu'il y aura une circulation d'argent, ce qu'on dit toujours. Au lieu qu'il y ait des rapports verticaux entre nous et la métropole, il faut qu'il y ait des rapports horizontaux entre les unités de production de la Guadeloupe. J'ai envie de revenir sur le sujet, mais toutes ces personnes auront besoin d'eau pour fonctionner. Ils ont besoin d'eau. Mais je ne peux pas vous dire tout sur l'eau. J'imagine que les auditeurs qui vous écoutent ce soir à l'Implaisir ont envie d'entendre ce que chaque prétendant au conseil régional va développer sur cette question, cette problématique de l'eau. L'eau, je vous dis que ce sera notre priorité. Parce que si on va au pouvoir, c'est pour aider ses compatriotes.
Et le problème principal actuellement, c'est le problème de l'eau. Partout. Que vous avez de Hansbertran à Goubert. Moi, j'habite Goubert. Hein. Goubert, il y a des coupures tous les jours. Tous les jours. Pourtant, il y a à Dolé, l'eau coule. Il y avait même, il n'y a pas très longtemps, un barrage hydroélectrique à Dolé. Il y a une usine où on fait une usine à Capes. Il n'y a pas d'eau à Goubert. Alors, à votre avis, d'où vient le problème de l'eau? C'est quoi La compétence. Gouverner, c'est prévoir. La compétence de qui? De tous ceux qui ont été là depuis 30 ans, pas seulement le président de la région, mais tous ceux qui ont été aux responsabilités, tous ceux qui ont eu à diriger la Guadeloupe. Mais la compétence de l'eau, c'est le conseil général. Mais monsieur le président de région, il a l'habitude de dire, c'est pas ma compétence, mais je suis guadeloupéen. Il le dit tout le temps. Donc, même si c'est pas ma compétence, il voulait acheter il n'y a pas quelque temps une vedette pour la douane. Vous vous rappelez, monsieur Picot, vous êtes un journaliste averti, vous suivez Il voulait acheter une vedette pour la douane. Alors que la douane n'a jamais rien demandé. L'État n'a jamais demandé à monsieur Lurel de lui acheter une vedette. L'État français est capable de faire des Mistral, de faire toutes sortes de matériel de guerre. Donc on peut équiper la Guadeloupe. Par contre, ce qu'il aurait pu faire, c'est empêcher que la vedette qui est en Guadeloupe aille en Martinique. Donc ça, on peut le faire. Et moi aussi, je tiens à ce qu'il y ait un équilibre du territoire. Est-ce que vous savez que dans 2 ans, il y a un service avec 90 enquêteurs qui se retrouvent à Bastère de l'INSEE, qui va quitter Bastère et qui va se retrouver là du côté où il y a le centre commercial à Jabron. Ils vont construire un immeuble, ils vont déménager Bastère. Donc on est en train de faire disparaître une capitale administrative parce que pour des raisons de rentabilité à court terme. Et donc voilà les choses comme ça. Et le financement du tribunal ne répondait pas à cela, peut-être. Le tribunal, l'État doit assumer ses responsabilités. L'État doit réparer. Ce n'est pas à la région de le faire. C'est pas à la région de le faire. Point final. On n'a pas suffisamment d'argent pour pouvoir investir à la place de l'État. Vous savez que le rééquilibrage du territoire, c'était le chantre, enfin le credo, plus exactement, je dis n'importe quoi, le credo de Félix Proto. Oui, et je n'ai pas vu trop les résultats. Mais il a mis quand même. Je n'ai pas trop vu les résultats. Il avait le choix de mettre le palais du conseil régional après Tapit. Il a mis à Bastère. Et pourtant, c'est plutôt un point 3 qu'un bastérien. Donc il a fait un certain nombre de choses qui allaient dans le bon sens. Vous savez, il y a plusieurs théories sur le développement économique, surtout pour des îles et des petits pays comme les nôtres. Oui. Et il y a écrit par un économiste spécialiste d'ailleurs des économies insulaires. Oui, je qui dit connais. C'est pas Louis Dupont. Qu'il faut, non, pas du tout. Qu'il faut, non, c'est quelqu'un des Açores. D'accord. Qui dit qu'il faut développer les petits pays iliens de surcroît par le centre. Ouais. Et que la périphérie sera irradiée. Le centre, c'est quoi pour nous? Le centre, c'est Pointe-à-Pitre, mais là-haut. Oh, d'accord, voilà. Avec tous les dégâts, avec toutes les nuisances qu'il y a. Vous avez été, moi, j'habite pas à Pointe-à-Pitre, mais je suis souvent à Pointe-à-Pitre. On peut peut-être pas développer tous les points de façon voyez les nuisances qu'il y a pour faire Pointe-à-Pitre-Lamentin, vous prenez presque 1 heure aux heures de pointe. C'est aberrant, ça. Faut penser aux nuisances. Un dernier mot, Alain Plaisir, vous qui sollicitez en tout cas les Guadeloupéens, les électeurs guadeloupéens pour décembre prochain. Le dernier mot, ce sera le vôtre à 19h05. Ce que je dis aux Guadeloupéens, que pour une fois, il faudra écouter les débats et faire des choix, pas le vote utile, comme on a l'habitude de faire. Bon, on va voter pour un tel parce qu'il a plus de chances de gagner. Il y aura un débat cette fois-ci, puisque nous serons présents. Et il y aura un débat parce qu'en face de nous, on ne va pas accepter qu'on dise n'importe quoi. On ne va pas accepter qu'on dise je vais faire ci, je vais faire ça. Mais on va faire un débat avec des chiffres. Vous voulez faire ça? Combien ça va vous coûter? Le budget, vous allez l'augmenter de combien? Vous allez réduire telle dépense? Donc il y aura un véritable débat. Comme il n'y en a jamais eu en Guadeloupe, il y aura un débat. Bon, vous demandez aussi combien ça coûte. Hein? Non, mais moi je viendrai avec mes chiffres parce que je veux être sérieux avec les Guadeloupéens. Je viendrai, je dirai, par exemple, il y a un problème qui est d'actualité que vous n'avez pas abordé. Et c'est que la région vient de faire un emprunt de 125 millions. Et vous savez qu'il faudra rembourser. Quand vous faites un emprunt, un particulier, vous faites un emprunt, vous remboursez. Eh bien, on va rembourser. Donc, ça veut dire qu'on va augmenter les impôts des Guadeloupéens. Eh bien, nous, on aura des choses à dire là-dessus. Comment éviter que les Guadeloupéens soient massacrés l'année prochaine?
Merci à vous, Alain Plaisir, en tout cas d'avoir accepté l'invitation d'RCI pour ce lundi politique. C'est la fin de ce rendez-vous. Merci également à vous, Pierre-Édouard Picor, pour ce rendez-vous. On aura l'occasion, bien évidemment, de se revoir d'ici à décembre prochain. On va laisser